Bienvenue de Flash Info sur Kivu Morning Post. Malgré l'interdiction des manifestations dans la commune de la Gombe, l'opposition congolaise maintient son sit-in prévu le 8 juillet devant le Palais de la Nation à Kinshasa. Ils entendent remettre un mémorandum au président Félix Tshisekedi pour réaffirmer leur attachement au respect de la Constitution et de l'état des droits. Ketia Rugamika. Dans une correspondance datée du 23 juin 2026 et enregistrée le 25 juin au gouvernorat de Kinshasa, le président de 5 formations politiques de l'opposition ont notifié les autorités provinciales de l'organisation d'une manifestation pacifique prévue le mercredi 8 juillet 2026 au Palais de la Nation. Le document est signé par Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabund, Moïse Katumbi, Augustin Matata Mponyo et Délice Sanga. Les organisateurs indiquent agir conformément à l'article 26 de la Constitution qui encadre le droit de manifester et précise que cette correspondance constitue une simple information préalable adressée aux autorités compétentes. Selon la lettre, les manifestants convergeront dès 9h vers le Palais de la Nation depuis les 4 districts de Kinshasa en empruntant les itinéraires préalablement définis dans une annexe transmise au gouverneur. Les organisateurs annoncent un sit-in pacifique au terme duquel un mémorandum sera remis au président de la République Félix Tshisekedi. L'objectif affiché est d'exprimer l'attachement des citoyens au respect de la Constitution, à la défense de l'état de droit et à la préservation de l'ordre constitutionnel de la République selon les termes de la notification officielle. Dans leur correspondance, le responsable de l'opposition demande également au gouverneur de Kinshasa de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité des participants ainsi que les bons déroulements de cette manifestation démocratique conformément à la Constitution et aux lois de la République. Des copies de cette notification ont été adressées au vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, au commissaire provincial de la police nationale congolaise, à l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, ainsi qu'au bourgmestre des communes concernées par les différents itinéraires. Le gouvernement congolais a réaffirmé l'interdiction de toute manifestation publique dans la commune de Gombe à Kinshasa à l'approche de la mobilisation annoncée par la coalition C64 le 8 juillet devant le Palais de la Nation. Les autorités rappellent que Gombe est une zone neutre et appellent au respect des mesures en vigueur afin de préserver l'ordre public. Pendant ce temps, la coordination provinciale de la coalition C64 au Congo central appelle les Né-Congo à se mobiliser le 8 juillet 2026 pour une marche de protestation. Elle invite la population à dire non à un 3e mandat et au projet de changement de la Constitution. Peuple du Congo central, citoyennes et citoyens, l'heure n'est plus à l'observation silencieuse, ni à l'indifférence. L'heure est à l'action, à la prise de parole collective et à l'expression ferme de la volonté populaire. La coalition article 64 Congo central lance un appel solennel à toutes les forces vives de notre province pour une grande marche citoyenne et historique, symbole de notre réveil, de notre unité et de notre détermination à défendre nos droits et notre dignité. Nous appelons chaque jeune, chaque femme, chaque homme, chaque travailleur, chaque leader communautaire à sortir massivement, à se tenir debout et à marcher ensemble d'une seule voix et d'un seul cœur dans toutes les villes du territoire de la province du Congo central. Cette marche n'est pas un simple rassemblement, c'est un cri du peuple, une affirmation de notre souveraineté citoyenne, une démonstration de notre refus de la résignation et de l'injustice. Nous sommes ici pour dire non au changement de la Constitution. Nous invitons chacun
à se mobiliser dans la discipline, la paix et la responsabilité, car la force de notre message réside dans notre unité. Notre collectif va envoyer un message à ce gouvernement qui est déjà en voie de sortie. Le Congo central doit parler et il parlera fort. Le Congo central doit s'élever et il se verra ensemble. Le 8 juillet 2026, le Congo central doit s'élever. Le 8 juillet 2026, le peuple doit se faire entendre. Le 8 juillet 2026, le peuple congo doit se faire respecter. Le 8 juillet 2026, notre unité doit devenir notre force. Ainsi donc, que personne ne reste à la maison. Que personne ne reste en marge de cette histoire qui est en marche. Que chaque voix compte. Chaque personne, chaque pas peut résonner. Tous, ensemble, nous écrivons une nouvelle page de notre engagement pour le peuple et pour l'avenir. Voilà pourquoi nous lançons l'appel à chacun, à chaque personne qui réside dans l'État du Congo central, dans le secteur du Congo central de Simon Kimbangu, de s'élever, de dire non au changement de la Constitution, de dire non au troisième mandat du président Tshisekedi, de dire non au tribalisme. Nous avons dit. C'est 64 viva! Viva! C'est 64 viva! Viva! C'est 64 viva! 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 Les journalistes qui couvrent l'épidémie d'Ebola en Ituri travaillent dans des conditions dangereuses. Rachidi Koudra, journaliste local, affirme qu'ils sont exposés à la contamination, aux agressions et aux restrictions d'accès à l'information. Il indique que les reporters se rendent souvent dans les zones touchées sans équipement de protection adapté. Il signale aussi des menaces lorsqu'ils sont confondus avec les équipes de riposte. Les risques sont multiples. Moi-même, j'étais à Rwampara, Nizi, Mungwalu, Sémé. J'ai presque parcouru 7 centres de traitement d'Ebola. Vous savez que nous, journalistes, quand nous venons sur le terrain, notre présence permanente d'abord sur le terrain nous expose. Nous partons dans les zones vraiment à haut risque, comme là où on traite les malades qui sont contaminés par la maladie à virus Ebola. Nous sommes censés être là présents sans équipement de protection. Vous savez que quand vous trouvez les gens qui travaillent dans les CTE, ils ont leurs équipements de protection, mais nous n'en avons pas. Et on est censé couvrir ces activités. Surtout les journalistes et caméramens, vous partez sur le terrain pour prendre les images, photos, tout ça. Vous êtes censé d'entrer même dans les CTE, aller voir même les gens d'enterrement dignes et sécurisés. Les équipes de aide sont bien habillées avec leurs équipements de protection. Les journalistes, nous n'avons pas ces équipements de protection. Or, on est censé couvrir ces activités. Et ces activités ont une importance nationale parce que vous savez que nous sommes dans une province où les gens résistent et les gens ont tendance à nier que la maladie n'existe pas. Mais à travers les médias, certains ont commencé progressivement à comprendre que la maladie existe. Et voilà, c'est à travers nos reportages que nous faisons au quotidien qu'ils comprennent que la maladie existe. Je donne aussi l'exemple lorsque nous accompagnons les équipes d'enterrement digne et sécurisé. C'est aussi dans le but de montrer aux gens comment la maladie est dangereuse. Les gens meurent, on doit se protéger. C'est pourquoi nous accompagnons parfois les gens des EDS pour montrer aux gens cette situation. Et parfois, on est confondu aux agents de riposte. Vous allez voir, quand il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que la maladie existe, s'attaquent aux gens de riposte. Et nous, journalistes, et quand nous venons sur le terrain, on a tendance à s'attaquer à nous. Je donne l'exemple, moi, quand j'étais à Rwampara l'autre fois, en train de découvrir une activité, il y a quelques jeunes d'Imilé qui sont venus s'attaquer au centre de traitement. Et voilà, moi, journaliste, en train de prendre quelques photos, tout ça. Ils ont dit que vous nous prenez des photos pour aller montrer aux gens, vous bouffez l'argent, tout ça. Et il y a certaines personnes qui pensent que non, la maladie est une création des gens pour se faire de l'argent. Et voilà un peu. Et nous, journalistes, c'est quand on est devant de telles attaques, nous subissons aussi. Et qui a failli jeter les cailloux sur moi à Rwampara. Et au-delà de ça, c'est aussi par rapport aux restrictions. Il y a trop de restrictions. Vous arrivez dans ce CTE où vous cherchez à interviewer, par exemple, un médecin directeur, un médecin chef de zone pour avoir les informations. Il va te dire que non, ici, on nous a interdit de parler. Or, l'autre guerre au-delà de la maladie à virus Ebola, c'est l'infodémie. Je pense que les gens connaissent l'infodémie, c'est quoi? Ce sont les fausses informations. D'ailleurs, moi, quand j'ai vu un audio sur les réseaux sociaux circuler que
Ebola ko politique, j'ai attendu maman parler de ça. C'est ça l'infodémie. Oh, Ebola ko bongo, bazungu natia kitu le jua kuwa batu, j'ai attendu ça. L'infodémie. Et quand nous arrivons sur le terrain pour interviewer, par exemple, les responsables sanitaires, je parle des MCZ et les médecins directeurs de l'hôpital, n'importe quel hôpital qui est affecté par la maladie, vous allez trouver que ces médecins ne sont pas parfois permanents pour expliquer à la population de quoi il s'agit. Or, c'est à travers les médias que nous essayons de couper court à cette infodémie. Mais quand il y a restriction, quand on interdit certaines autorités sanitaires de se livrer devant la presse, voilà, ça crée aussi un autre problème. Lorsque nous partons couvrir de telles activités, nous partons d'abord volontairement parce que moi, j'ai fait plusieurs reportages à ce qui concerne la maladie à virus Ebola depuis le début. D'ailleurs, je ne sais pas pour me vanter, j'étais le premier journaliste à aller à Rwampara le jour que l'épidémie a été déclarée. 2 jours après, j'étais parti à Rwampara pour se prévenir de la situation. J'avais fait un reportage de là avec les médecins directeurs à l'époque qui m'avaient livré beaucoup de difficultés. Et voilà, après ce reportage, nous avons vu les partenaires, les ONG arriver là-bas. Même moi à Nyakundi, j'étais là. Et voilà, la solution c'est donc par rapport à nos alertes, tout ce que nous faisons comme alerte ou comme fruit et que après avoir fait les alertes, il y a toujours les interventions des autorités. Mais maintenant, les problèmes se posent au niveau de nous, journalistes maintenant. Nous fréquentons ces milliers à haut risque. Qu'est-ce que nous gagnons en retour? Rien du tout. C'est pourquoi moi, je vais plutôt conseiller aux gens qui gèrent la riposte, de songer aussi à ces journalistes-là qui font des reportages dans le cadre d'appuyer la riposte parce que vous savez que la riposte n'est pas un travail seulement qu'on doit laisser aux autorités sanitaires, aux médecins et consorts. C'est un travail qui implique tout le monde. Les leaders communautaires, nous les journalistes que je parle ici, c'est notre travail aussi parce qu'à travers nous, la population est informée de ce qui se passe. Ceux qui avaient encore des doutes commencent déjà à comprendre à travers nos sensibilisations. Et cette sensibilisation doit être encouragée au niveau de la riposte. Nous devons avoir des structures ou des ONG qui doivent peut-être accompagner les journalistes qui font leur sensibilisation pour encourager la riposte. Surtout les journalistes, vous savez que nous avons plusieurs structures de journalistes. Vous pouvez passer par les structures ou soit vous pouvez contacter les journalistes lui-même pour qu'ils accompagnent la riposte parce que nous avons plusieurs moyens d'accompagner la riposte. Nous pouvons les accompagner à travers des vidéos pour montrer aux gens qu'il y a des guérisons parce que récemment quand j'étais à Rwampara, on nous a présenté quelques personnes déclarées guéries et nous avons montré ces vidéos-là à la portée de tout le monde pour qu'on voit que ceux qui se rendent tôt à l'hôpital sont en train de guérir. Et ceux qui traînent encore à la maison, tout ça, ils meurent. Voilà. Nous, notre travail, c'est de rapporter les faits. On fait aussi des reportages de ceux qui meurent à la maison. J'étais à Mungwalu, j'ai couvert une activité quand il y avait quelqu'un qui est décédé chez lui à la maison. C'est pour montrer à la population que d'aller tôt à l'hôpital quand vous voyez les symptômes de la maladie à virus Ebola. Le ministre d'État Guilain Nyembo a présidé le 25 juin à Kinshasa la réunion du comité de pilotage du groupe thématique sur le climat des affaires, les partenariats publics-privés, la promotion des investissements et de l'emploi. Les participants ont validé la feuille de route des mesures Quick Win du rapport Business Ready 2025 de la Banque mondiale. C'est un immense honneur que de prendre la parole en cette journée du 24 juin 2026 dans ce beau cadre de l'hôtel Rotana à l'occasion de la réunion du comité de pilotage du groupe thématique Climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi, dédié à l'examen et à la validation de la feuille de route des actions phares du Business Ready en sigle BREADY. Je suis honoré de prendre la parole à l'occasion de cette réunion du comité de pilotage du groupe thématique sectoriel climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi. Cette instance stratégique et décisionnelle est spécialement mobilisée ce jour pour examiner et valider la feuille de route des mesures Quick Win, élaborée à partir des enseignements tirés du rapport Business Ready 2025 et du Business Ready infranational de la Banque mondiale, à mettre en œuvre en perspective du rapport Business Ready 2026. Pour le gouvernement, ce rapport est perçu comme un miroir technique, un instrument de diagnostic et d'aide à la décision en vue de l'amélioration de l'action publique dans ce secteur crucial du climat des affaires. Les résultats de ce rapport sont pour nous une invitation
à regarder avec objectivité la manière dont notre cadre réglementaire, nos services publics et notre efficacité opérationnelle influencent concrètement la vie de l'entreprise. Depuis sa création jusqu'à son expansion, en passant par l'accès aux services essentiels, la fiscalité, le commerce, le financement, le règlement des différends, la concurrence et la résolution de l'insolvabilité. En réalité, il est question d'admettre que le processus d'amélioration du climat des affaires ne se résume pas uniquement à l'adoption des textes légaux et réglementaires. C'est dans l'expérience quotidienne des entrepreneurs qu'il faut aller chercher l'effectivité, l'efficacité et l'efficience du cadre juridique des affaires. En effet, qu'il s'agisse du temps nécessaire pour créer une entreprise, du coût réel des formalités en passant par la disponibilité de l'information administrative, la qualité du dialogue entre l'État et les secteurs privés, la capacité de l'administration à rendre un service rapide, transparent et prévisible jusqu'à la confiance que les investisseurs accordent à nos institutions. Voilà autant des problématiques sur lesquelles le gouvernement de la République, avec l'implication de toutes les parties prenantes ici présentes et l'accompagnement de ses partenaires, entend se pencher avec la plus grande détermination. Voilà tout pour le Flash Info de ce vendredi 26 juin 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi de bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.